outro fator é entender Toda experiência é esta terra. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Uri Weber, bonjour. Nous sommes enchantés de te recevoir. Tu es sociologue, tu habites en Israël depuis 50 ans, membre d'un kibbutz et tu es le frère d'Henri Weber. J'en profite pour saluer sa mémoire, Henri, avec qui la Fondation a beaucoup collaboré. Uri, ma première question, nous en parlons ensemble d'Israël et Palestine, surtout d'Israël. Alors ma première question, ce serait quelle est la situation sanitaire aujourd'hui en Israël ? Disons que les perspectives sont relativement optimistes. Dans quelle mesure on peut être optimiste aujourd'hui, c'est difficile. Mais ce qui est important, c'est le nombre de malades hospitalisés. C'est ça qu'on regarde. La presse parle beaucoup du nombre de tests positifs, mais les tests positifs, en fin de compte, c'est pas ça qui est important, c'est le nombre d'hospitalisés. Or, le nombre d'hospitalisés diminue depuis la 3e dose, et cela donne une perspective qu'il y ait de moins en moins de malades graves. Maintenant, au contraire, les tests positifs, à peu près la moitié d'entre eux, ce sont des moins de 18 ans, qui passent la maladie de manière très légère ou même asymptomatique. Et ce qui fait qu'en fin de compte, les médecins disent plus on a, mieux ça vaut. Parce qu'ils passent la maladie de cette manière et ensuite ils sont immunisés. Et donc le seul point important qui définit la politique, c'est le nombre d'hospitalisés, de malades graves. Et ça va en descendant. D'accord. Alors, parlons politique. 3 mois après la formation du gouvernement de Naftali Bennett, le gouvernement pour le moins était hétéroclite, parce qu'entre la droite, le centre de Yair Lapid, la gauche avec le Meretz, Avoda et même la liste arabe unie, qui est une première et donc historique en Israël. Alors, où en est cette union ? Quelle politique met en place cette coalition ? Et la question, est-ce que cette coalition peut tenir longtemps ? Bon, déjà, je veux mentionner que le fait qu'un parti arabe fasse partie du gouvernement, qu'il y ait représenté, c'est une première. Et ça donne une légitimité à la participation des partis arabes au gouvernement, ce qui n'existait pas jusque-là. Alors, il y avait des députés qui faisaient partie du Meretz, du Mefleget Avoda, qui de temps en temps participaient au gouvernement tel ou tel poste. Mais un parti qui est reconnu et qui fait partie du gouvernement, ça change les donnes, ça change la mentalité, etc. À propos de cette coalition, comme ils se sont réunis pour représenter une alternative à Netanyahou. Et ils ont agi assez intelligemment, sous la direction notamment de Yair Lapid, et de dire voilà, on met de côté tous les sujets qui sont délicats, qui sont controversés, on voit quels sont les sujets sur lesquels il y a un accord commun, et ce sont ces sujets-là qui seront le programme du gouvernement. Et ça fait déjà 3 mois, et ils agissent en fonction. Alors il y a de temps en temps des problèmes qui surgissent, mais le fait de ne pas vouloir faire tomber ce gouvernement, ça oblige les différentes parties à faire des compromis et à continuer. Maintenant, une des étapes très importantes, c'est le vote du budget, parce que le budget, ça représente un peu les intérêts de tout le monde, et c'est aussi une politique. Et la loi du budget est passée déjà en premier tour, et il y a encore deux étapes, mais c'est en bonne voie. Et c'est passé à une grande majorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de défection, pas eu de problème. Alors, le gouvernement, il tient bien. Et à propos de son avenir,
moi je pense, et puis ça me semble assez net, que tant que Netanyahou représente une menace, tant qu'il est à la tête de l'opposition et qu'il représente une alternative politique, le gouvernement tiendra. Personne ne voudra prendre la responsabilité de faire tomber ce gouvernement et de faire revenir Netanyahou. Donc, à mon avis, une fois que Netanyahou se retirera de la politique, il y aura un grand chamboulement dans toute la carte politique israélienne. Alors justement, tu mentionnes Netanyahou qui fait un peu office de ciment de l'actuelle coalition gouvernementale. Où en est-on du processus judiciaire concernant Netanyahou ? Le processus judiciaire, il va à son petit train, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions, de procédures pour faire durer la chose, pour ne pas avancer trop vite. Netanyahou a des bons avocats qui savent trouver les failles, et en fin de compte, il exploite cela à fond. Alors ça prendra du temps, mais en fin de compte, ça aboutira. Alors, élargissons un peu notre point de vue au niveau international et régional. Est-ce que quelles conséquences sont ressenties avec le changement d'administration à Washington ? Et ben, la première chose à faire que Bennett essaye de faire, c'est de réparer les dégâts avec le Parti démocrate. Netanyahou est complètement attaché au parti républicain, etc. Et maintenant, il s'est mis à dos, en fin de compte, tous les démocrates qui, traditionnellement, étaient toujours pro-israéliens. Et maintenant, alors, Bennett a commencé à rétablir les relations avec le Parti démocrate. Il a eu une très bonne rencontre avec Biden la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Et en fin de compte, ils se sont mis d'accord en gros sur les grandes lignes. Et bon, ce qui importe surtout Israël, c'est le problème iranien. Alors, c'est pas sûr qu'Israël pourra avoir une grande influence, mais malgré tout, Biden est à l'écoute. Et donc, je pense qu'il y aura des relations beaucoup plus calmes, beaucoup plus politiques face aux États-Unis et pas la grande amitié entre Netanyahou et Trump qui se traduisait quelquefois par des actions assez délicates. Merci Uri. Et dernière question, concernant la question palestinienne, quelles sont les positions de Bennett et de la coalition gouvernementale et avec le changement d'administration, enfin Trump-Biden plutôt? Alors déjà, le problème palestinien, ils ont décidé de ne pas en parler. D'accord. Ça fait partie des sujets litigieux. Et Biden a bien compris cela. Et comme il ne veut pas faire de difficultés à Bennett et au gouvernement israélien, il n'a pas soulevé le problème. Lors de leur rencontre, ils ont à peine parlé du problème parce que les deux savent que mieux vaut pas y toucher. Et maintenant, dans la réalité, ça stagne. Il devait y avoir des élections auprès de l'autorité palestinienne et ça a été repoussé ou annulé, je ne sais même pas. En tout cas, ce n'est pas actuel. Le Hamas a de plus en plus d'influence, ce qui représente un réel danger, parce que le Hamas, c'est un mouvement religieux, politique, qui en fin de compte ne reconnaît pas Israël et son but c'est de démanteler le gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est pas un courant avec lequel on peut discuter. Contrairement à l'autorité palestinienne et au Fatah. Et maintenant, une autre évolution que j'aperçois, c'est que de plus en plus de Palestiniens habitant les territoires, habitant la Cisjordanie, préfèrent la solution d'un seul État avec égalité de droits. Et de plus en plus d'Arabes palestiniens, c'est-à-dire qui habitent la Cisjordanie, d'un côté voient la mobilité sociale des Arabes israéliens,
qui jouissent de droits sociaux comme citoyens de la société israélienne, et qui jugent de tous les droits d'expression, de liberté d'expression, etc., et qui, économiquement, petit à petit, créent une classe moyenne qui prend une place de plus en plus importante dans la société israélienne, et ils se disent « pourquoi pas nous ?» Alors ça, c'est d'une part. D'autre part, ils regardent autour d'eux et ils disent partout où il y a des gouvernements arabes, c'est pas exactement notre rêve. Et même l'expérience du Hamas et de l'autorité palestinienne, c'est toujours beaucoup de corruption. Beaucoup de corruption, et ça énerve les gens, ça crée une opposition. Alors je pense que peut-être que cette direction va prendre de l'ampleur. Et alors là se pose le problème, quels droits auront les habitants de Cisjordanie dans un seul État. Alors, disons qu'il n'y a pas de problème sur tous les droits au niveau de la municipalité, au niveau même des droits sociaux, des avantages sociaux, des droits du travail, etc. Enfin, sur tout ce problème-là, il n'y a pas tellement de difficultés. La grande difficulté, c'est le vote pour la Knesset, le vote au Parlement. Le cauchemar des Israéliens, c'est de voir 40% d'Arabes au Parlement qui peuvent... en fin de compte, 40% pour l'instant, et ça peut augmenter, et qui peuvent prendre des décisions qui ne seront pas exactement dans la direction du concept d'Israël comme État juif. Alors ça, c'est le gros problème. Ils n'ont pas encore trouvé de solution à ça. Mais si je rappelle quelques articles de Bennett d'il y a quelques années, lorsqu'il était même pas élu député, hein, même avant. Lui, il a toujours parlé d'un seul État, c'est-à-dire l'annexion des territoires, et il disait il faut dès maintenant développer des bonnes relations des relations de coopération avec les Arabes palestiniens, que même s'ils n'ont pas les droits politiques, ils auront tous les autres droits, et petit à petit, voir comment les intégrer dans la société. Mais bon, c'est le principal obstacle, c'est des États binationaux. Il n'y a pas eu de grande réussite dans le monde entier, selon les différentes expériences, ça n'a jamais très bien marché. Alors, petite question, parce que le sujet est important et passionnant, mais quel est sur cet État, justement un seul État et non plus deux entités politiques, une israélienne, une palestinienne, mais alors tu t'évoquais Naftali Bennett, mais quelle est la position par exemple, du Meretz, d'Avoda? Quelle est leur position par rapport à ce sujet? Aujourd'hui, ils sont encore... Même s'ils sont très minoritaires, mais... Oui. Eux, ils sont encore très attachés à la solution de deux États. Alors, il y a des académiciens, des spécialistes qui essayent de dire comment encore ça peut se faire malgré la colonisation, etc. Quelle sera l'ampleur, comment sera constitué cet État palestinien. Mais alors, ils continuent à être attachés fortement à cela. D'accord. Uri, merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.